la méthodologie, que ce soit au singulier ou au pluriel, méthodologie et méthode de recherche. C'est-à-dire, il sera question aujourd'hui de mettre l'accent sur ce qui distingue la méthodologie des méthodes de recherche. Évidemment, comme vous l'aurez deviné, ou bien comme vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de la même chose. La méthodologie de recherche, ce n'est pas les méthodes de recherche. Donc, il sera question aujourd'hui essentiellement de mettre l'accent sur qu'est-ce que la méthodologie, de méthodologie, qu'est-ce que cela veut dire, comment cela peut être mis en œuvre dans le cadre d'un projet de recherche, que ce soit une thèse ou bien un travail de recherche comme tous les travaux menés par les chercheuses et les chercheuses. Et les chercheurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur, on vous entend très bien. Parfait. Donc, je dois préciser une chose avant de commencer, que ce qu'on appelle méthodologie, méthode de recherche, Monsieur, on vous entend pas. ok, là c'est mieux? Oui, maintenant, c'est mieux. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, j'ai enlevé le casque, donc le micro de mon PC semble être mieux que le micro du casque. Donc c'est bon. Ok. Donc je disais que les principes méthodologiques ne peuvent en aucun cas être acquis seulement par la lecture, par les, les cours, c'est-à-dire prendre des cours de méthodologie, mais essentiellement, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant. C'est nécessaire de se documenter, de lire, d'assister à des cours sur la méthodologie et les méthodes, mais ce n'est pas suffisant parce que l'essentiel est acquis dans la pratique. Donc, je ne cesserai pas d'insister, parce qu'il ne suffit pas de lire un livre ou des livres ou d'assister à un cours ou à des cours sur la méthodologie et les méthodes de recherche pour que tous les problèmes soient résolus. Donc, j'insiste beaucoup sur la pratique, c'est-à-dire que c'est dans la pratique où on prend conscience des difficultés propres à chaque projet de recherche, et c'est dans la pratique qu'on teste notre capacité à les résoudre, et c'est à ce moment-là où on peut faire appel à des auteurs, des chercheurs qui ont écrit à la lumière de leurs expériences sur les questions de méthodologie et de méthode. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut écrire sur quelque chose qu'il n'a pas expérimenté. Bien sûr que ça existe, mais que ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que les meilleurs textes de méthodologie et de méthode sont ceux qui sont inspirés d'une pratique réelle. Ça, de un. De deux, c'est que l'acquisition des compétences méthodologiques, comme des compétences théoriques, comme les autres compétences requises dans le domaine de la recherche, en sciences en général et en sciences sociales en particulier, s'acquiert sur la longue durée. C'est-à-dire que ce n'est pas cette formation qui va répondre à tous vos besoins en matière de méthodologie et de méthode, mais il s'agit uniquement euh, de présenter quelques portes d'entrée, et c'est à chacun et à chacune de vous de choisir la porte d'entrée qui correspond le mieux à ses attentes.
Donc, ces deux précisions étant faites, je passe tout de suite à l'essentiel. C'est que, bien évidemment, la méthodologie ne veut pas dire méthode de recherche, c'est différent. La méthodologie concerne plutôt le mode de raisonnement. C'est-à-dire, si on veut formuler ça sous forme d'une question, la méthodologie pose la question suivante. Quel argument puis-je élaborer à partir de données dont je dispose, ou à partir de données que je collecte, ou à partir de données que je vais collecter ou que je vais utiliser dans ma recherche? Parce que comme on l'a souligné la semaine dernière, un projet de recherche, bien sûr, s'appuie sur une, un ensemble de questions de recherche, un ensemble d'hypothèses inspirées de théories existantes, ou bien qui va inspirer des théories futures d'un côté, et d'un autre côté sur des données empiriques. En sciences expérimentales, qu'elles soient sociales ou exactes, on ne peut pas spéculer sur le réel sans avoir des données. Et donc, c'est à ce moment-là, quand on commence à se poser la question de, de données empiriques, quelles sont les données que je vais utiliser et comment je peux les utiliser pour élaborer un argument ou des arguments, c'est à ce moment-là que la méthodologie rentre en jeu. C'est-à-dire que la méthodologie, si on veut, c'est l'essentiel, hein, c'est l'essentiel dans une recherche. C'est la charpente d'un projet de recherche ou d'une thèse, etc. Parce que ça concerne l'ensemble des étapes de la recherche, de la conception jusqu'à la présentation, l'analyse et la présentation des résultats. C'est-à-dire que la méthodologie n'est pas, comme on le retrouve parfois dans des manuels scolaires, ce n'est pas une partie d'une thèse, mais c'est l'essentiel. C'est-à-dire la logique de présentation veut que l'on consacre un chapitre ou bien une section dans un mémoire ou dans une thèse ou dans un projet de recherche à la méthodologie pour expliquer au lecteur comment on a procédé. Mais cette présentation est artificielle dans la mesure où la méthodologie traverse l'ensemble des étapes euh, euh, d'un projet de recherche. Donc, comme vous le voyez en rouge, la méthodologie concerne plutôt euh, le raisonnement, il concerne les arguments que les chercheurs élaborent et comment ces arguments sont euh, fondés, hein, au pas, au peu, sur des données empiriques. C'est-à-dire, la méthodologie, autrement dit, concerne le passage de données empiriques collectées, analysées, etc., par les chercheurs, euh, aux conclusions, c'est-à-dire, et surtout, quel est le degré hein, de validité, de solidité de ces conclusions par rapport aux données sur lesquelles ils sont fondés et à la lumière de questions de recherche et de théories ou de positions plutôt théoriques choisies par le chercheur ou la chercheuse. Voilà, donc je dirais un mot vers la fin de mon exposé sur les méthodes de recherche et je passerai la parole à mon collègue et ami Zakaria pour enchaîner par rapport aux méthodes de recherche. Mais avant, j'aimerais vous présenter. J'imagine que vous avez déjà visionné la vidéo consacrée à ce module, mais je passerai rapidement sur les trois concepts essentiels qui résument, si vous voulez, ce qu'on entend par méthodologie. Et ce qui sépare la méthodologie des méthodes de recherche, ce sont ces concepts et bien d'autres, bien sûr, qui sont l'inférence, la justification et l'observation. Je viens de le dire, la méthodologie concerne comment on passe de données empiriques aux conclusions et quelle est la validité de ce rapport entre les conclusions et les données empiriques. Bien, donc, vous retrouvez dans cette définition de manière implicite ces trois concepts. D'abord, l'inférence.
Deuxièmement, la justification, comment on justifie nos résultats de recherche. Et troisièmement, l'observation, et comme on va le voir, ces concepts, ces trois concepts n'ont pas un seul sens. Donc, je vais commencer par inférence qui renvoie à plusieurs significations. Elle prend plusieurs sens selon le contexte. Le premier, c'est quand on collecte des données à partir d'un échantillon. Bien entendu, l'échantillon est toujours tiré d'une population. Disons que si notre étude porte sur les étudiants au Maroc, la population, ce sont les étudiants et étudiantes au Maroc, c'est-à-dire l'ensemble. Et l'échantillon, c'est un échantillon représentatif, c'est-à-dire une partie de cette population représentative, que ce soit au niveau des spécialités ou bien au niveau des villes, des sites, des universités, etc. C'est selon les objectifs de chaque recherche. Et donc, ce passage d'un échantillon à la population s'appelle inférence, c'est-à-dire on collecte des données à la lumière de questions de recherche précises, on les analyse. Ces données ne concernent que l'échantillon, mais l'objectif ultime des chercheurs, ce n'est pas l'échantillon, c'est comment on peut généraliser ces résultats au niveau de la population sur la base de critères de représentativité et d'autres critères scientifiques qui sont très connus dans le domaine de l'échantillonnage, etc., qu'il soit quantitatif ou qualitatif. Donc là, quand je dis échantillonnage, je ne vise pas uniquement les études quantitatives. J'espère que c'est clair. Deux, inférence ou inférer concerne aussi le fait d'approcher des phénomènes non observables directement. Il y en a plusieurs, c'est-à-dire plusieurs phénomènes, plusieurs faits socio-économiques ou autres, ou historiques, sont étudiés, souvent sont étudiés via des indicateurs, des variables, des aspects de ces phénomènes qui sont visibles, pour justement étudier ce qui n'est pas visible. Je donne un exemple très simple, les attitudes, par exemple, du consommateur, hein, pour ceux qui travaillent dans le domaine du marketing, les opinions, les valeurs, etc. On ne peut pas observer les valeurs directement. On pose un certain nombre de questions qui sont inspirées d'une théorie de ce qu'on appelle les valeurs pour accéder aux aspects non observables à travers des aspects observables. Donc ça aussi, c'est une des significations essentielles de ce qu'on appelle inférence. Bien entendu, on ne mesure pas, on n'observe pas indépendamment d'une position théorique. C'est discutable parce que ce que je viens de dire est entre parenthèses, mais pour le moment, dans ce contexte-là, c'est vrai. Donc, dans d'autres contextes, c'est un peu à nuancer, mais cette précision étant faite, la théorie joue un rôle. Et là, j'ai donné un exemple. Par exemple, si un chercheur veut accéder à la manière dont un groupe social voit le monde, c'est-à-dire sa vision du monde, comment il voit le monde dans sa totalité, il peut, entre autres, utiliser les pratiques religieuses et voir comment les pratiques religieuses de ce groupe jouent un rôle dans le façonnement, hein, de la vision du monde de ce groupe social. Et cette opération requiert une théorie des formes religieuses ou bien de la culture qui englobe et la religion et les autres formes culturelles qu'on retrouve dans toutes les sociétés, quel que soit leur type. Donc, on ne peut pas parler de pratiques religieuses sans avoir une certaine théorie de la religion, c'est-à-dire qu'est-ce que la religion, comment la religion joue un rôle dans le façonnement de la vision du monde des différents groupes. Donc ça, c'est un exemple pour dire que quand on parle du visible et de l'invisible, et comment le visible est utilisé pour accéder à l'invisible,
pour parler comme Maurice Merleau-Ponty, qui est un grand philosophe phénoménologue, et qui a écrit un livre sur le visible et l'invisible, je vous le recommande. C'est-à-dire même en philosophie et en recherche qualitative, on parle d'inférence dans le sens d'utiliser l'observable pour accéder au non observable. Parce que dans le domaine des études quantitatives, nous avons des techniques très précises, comme l'analyse factorielle, comme l'analyse par correspondance. Pour ceux qui ont été formés dans ces techniques, ils savent de quoi je parle. Ce sont des techniques statistiques qui permettent justement d'accéder à des classements, des régularités, etc., qui ne seraient pas autrement accessibles sans une masse importante de données et sans ces outils que je viens de citer. Donc, pour conclure par rapport à l'inférence est définie selon trois termes. D'abord, c'est le processus par lequel on fait un constat, ok, une revendication, c'est-à-dire on revendique quelque chose, claim, on dit ça en anglais, claim, to claim something, c'est-à-dire revendiquer qu'on a constaté quelque chose et que c'est vrai. Sur un phénomène qui ne peut pas toujours, j'ajouterai toujours ici, sur un phénomène qui ne peut pas être toujours observé directement, sur la base de ce qu'on connaît et de ce qu'on a observé. Et troisièmement, où le choix des instruments de recherche dépend d'une théorie de leur fonctionnement. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas une théorie du fait lui-même seulement, mais aussi d'une théorie du fonctionnement des instruments de recherche. Donc, vous allez voir avec mon collègue Zakaria par rapport à l'ethnographie. L'ethnographie, ce n'est pas qu'aller passer du temps sur le terrain, ce n'est pas que collecter des données, exactement comme tous les instruments de recherche, mais cet instrument de recherche qui est l'ethnographie dépend d'une théorie du fonctionnement de l'ethnographie, comme l'analyse multivariée en statistique dépend également d'une théorie de comment l'analyse multivariée fonctionne, qu'est-ce qu'elle permet de capter, qu'est-ce qu'elle ne permet pas de capter, etc. Donc, quand je dis une théorie du fonctionnement d'un instrument de recherche, c'est justement pour éviter le côté techniciste par lequel on est tous passés. C'est-à-dire quand on apprend à utiliser un outil, on a tendance à focaliser que sur l'usage. Hein, pour ceux qui ont appris les logiciels d'analyse statistique, par exemple, leur souci et leur problème principal, c'est comment apprendre à utiliser le logiciel. Alors que derrière le logiciel, il y a des tests statistiques qui sont très bien élaborés et qui, à leur tour, dépendent de théorie hein, de comment cet instrument de recherche fonctionne. Voilà en ce qui concerne l'inférence. Et donc, je vous laisse le soin d'approfondir vos recherches dans des dictionnaires spécialisés en sciences sociales, y compris des dictionnaires philosophiques, pour repérer et retrouver d'autres significations de ce qu'on appelle inférence, mais l'essentiel a été inclus dans cet exposé. Deuxième concept essentiel méthodologique, deuxième concept méthodologique essentiel qu'il est important de garder en tête, c'est la justification. C'est-à-dire comment on justifie notre conclusion. Ce n'est pas suffisant de dire que je me suis posé les questions suivantes, j'ai collecté les données suivantes, j'ai utilisé un tel cadre théorique et je suis arrivé à ces conclusions. Ce n'est pas suffisant. La méthodologie, justement, concerne comment on justifie le rapport, hein, comme on l'a vu la semaine dernière avec l'argumentation, le rapport entre les données empiriques et la conclusion, le rapport entre les points de départ de la recherche et la conclusion. Et c'est le plus difficile dans une recherche, c'est de justifier ce rapport. Et donc, je ne pense pas que les chercheurs et les chercheuses sont au même niveau de maîtrise et de prise de conscience de cette difficulté
mais pour ceux et celles qui suivent les voies réelles de la recherche, c'est-à-dire l'apprentissage lent et prolongé dans le temps, et l'humilité et la capacité d'apprentissage qui s'en suivent, vont découvrir au fur et à mesure que c'est un processus d'apprentissage ouvert qui accompagne les chercheurs tout au long de leur carrière. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va résoudre définitivement avec l'obtention d'un master ou d'un doctorat ou autre. Donc, c'est une capacité qui s'acquiert à travers une dialectique entre la pratique et la réflexion sur cette pratique. Donc, il s'agit également de la capacité d'une inférence à livrer des vérités sur les choses non observables, c'est-à-dire la justification concerne comment, comme on a parlé tout à l'heure de l'inférence, la justification questionne l'inférence qu'un chercheur ou une chercheuse fait dans le cadre de sa recherche. Donc, je fais une recherche sur, par exemple, euh, les, l'échec scolaire en milieu rural, parmi les filles, par exemple. J'arrive à des conclusions où j'explique pourquoi les taux d'échec scolaire parmi les filles en milieu rural sont élevés. Ce n'est pas suffisant. Il faut questionner cette inférence et de dire et de justifier, justifier au lecteur et à la communauté de chercheurs et de chercheuses qui vont lire ce travail, qui vont peut-être l'évaluer et qui vont peut-être le citer. Il faut leur justifier pourquoi ces conclusions sont solides. Et troisièmement, il s'agit également du fait que la justification obéit à des standards qui sont liés aux méthodes de recherche sélectionnées. Donc, ce n'est pas une justification générale, mais c'est une justification qui, comment dire, qui est liée à la nature des méthodes de recherche sélectionnées dans la collecte de données, etc. Parce que la justification dans une étude quantitative, par exemple, ne ressemble pas à la justification dans une étude qualitative. Donc, vous voyez de quoi je parle. Ça invoque ici les questions de l'échantillonnage, par exemple dans les études quantitatives, les questions de ce qu'on appelle les intervalles de confiance. Hein, ceux qui font le quanti ici vont connaître certainement ce jargon. Les intervalles de confiance concernent le degré de confiance selon lequel l'échantillon représente réellement la population, ou bien les intervalles de représentativité de confiance par rapport à la représentativité sont-ils larges ou étroits, etc. Euh, enfin, le troisième concept concerne l'observation, euh, un concept qui prend également euh, plusieurs significations, à la fois quantitatives et qualitatives. Donc, je vais commencer par le dernier point. L'observation en sciences sociales, quand on dit on observe un phénomène, c'est une définition générale de ce que font de l'activité essentielle des chercheurs. Les chercheurs Professeur Hicham, on ne vous entend plus. Monsieur, votre micro est activé. c'est bizarre. Oups. Maintenant, c'est bon.
C'est bon, à partir de quel moment le son a été coupé? Il y a même pas 2 secondes. Ah, ok, super. Parce que si c'était des minutes, ça aurait été difficile de... Non, 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 non. Alors, donc je disais, par observation, alors je sais pourquoi le son a été coupé, parce que je fonctionne avec deux ordinateurs. C'est-à-dire un que j'utilise juste comme un afficheur et un que j'utilise pour présenter. Euh, donc, je disais que l'observation, le premier sens euh, assigné à ce qu'on appelle observation, c'est l'activité. Je Oui, vais vous interrompre. pardon, L'écran pardon. J'entends, j'ai du mal à entendre. Votre écran n'est pas partagé. Vous m'en- Écran, C'est bon, ah, maintenant c'est c'est bon? oui. Ok, ok, je suis désolé. Donc, c'est bon là? Oui, maintenant c'est bon. Merci, monsieur. Je vous en prie. Donc, je disais que l'observation, le premier sens d'observation concerne l'activité générale que font les chercheurs. C'est-à-dire, les chercheurs réfléchissent et observent. Qu'est-ce qu'ils observent? Ils observent les actions, les interactions, les comportements des individus, du groupe, des communautés, des structures, etc. Donc, ça, c'est la signification générale de ce qu'on appelle observation. Deux, l'observation concerne également un ensemble de données sur ce que observent les chercheurs et les chercheuses, que ce soit un comportement, une action, des attitudes, des opinions, etc., des interactions, etc., où les chercheurs n'exercent pas de contrôle sur les conditions d'action. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans les recherches expérimentales. Dans les recherches expérimentales, les chercheurs contrôlent l'effet d'une variable sur une autre. C'est comme vous lisez ces derniers temps sur les vaccins, tous les vaccins passent par la phase d'expérimentation qu'on appelle essai clinique, c'est-à-dire qu'on vaccine un groupe par rapport à un groupe de contrôle qui ne reçoit pas de vaccin, mais qui reçoit qu'un placebo, c'est-à-dire un truc vide, c'est-à-dire il n'y a rien. Et donc, c'est à travers cette intervention du vaccin qu'on va contrôler l'effet de ces vaccins sur ceux qui ont été vaccinés par rapport à ceux qui n'ont pas été vaccinés. Quel est le taux d'infection par le virus parmi le groupe qui a reçu le vaccin par rapport à celui qui ne l'a pas reçu. Donc ça concerne une recherche expérimentale. Donc j'aimerais bien que vous reteniez ça. La recherche expérimentale diffère de la recherche observationnelle. L'observation, on n'introduit aucun effet, on n'introduit aucun contrôle. On regarde l'interaction entre les phénomènes, entre les variables, tels qu'ils se font directement, c'est-à-dire sans intervention des chercheurs. D'accord? Donc, j'espère que j'ai bien expliqué la différence entre la recherche observationnelle, parce que puisqu'on parle là d'observation, et la recherche expérimentale. Euh, L'observation concerne également, chez les quantitativistes et les statisticiens, le nombre de cas observés, c'est-à-dire le nombre de cas inclus dans un échantillon. C'est-à-dire si vous interviewez, par exemple, une centaine de personnes parmi une population globale de 1000, c'est-à-dire que vous avez 100 observations dans votre échantillon et éventuellement dans votre base de données si le taux de réponse est de 100%. S'il y a un taux de réponse inférieur au, au, à 100%, c'est-à-dire que vous avez moins d'observations que celles qui ont été prévues au départ. Et enfin, un sens très précis de ce qu'on appelle observation, c'est la valeur que prend une unité statistique. Par exemple, quand on fait une enquête, on demande à quelqu'un quel est votre âge, donc la réponse qu'on marque sur le questionnaire et qu'on va plutôt saisir sur une base de données s'appelle également une observation.
Donc, vous voyez que les termes et les concepts, comme on va le voir tout à l'heure, ont toujours besoin d'une définition très précise. L'observation prend plusieurs significations. Mais pour conclure cette partie de mon exposé, euh, je récapitule que trois concepts essentiels sont nécessaires à la prise de conscience de ce que distingue la méthodologie des méthodes de recherche, à savoir l'inférence, la justification et l'observation. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? So far, so good? Oui. Non, pas. C'est un oui un peu hésitant. Ok, donc je continue pour conclure cette première partie en parlant de la typologie des inférences. Quels sont les différents types d'inférences que les chercheurs font en sciences sociales? Et même dans les sciences exactes, dans une certaine mesure, surtout les sciences expérimentales. Parmi les sciences exactes, c'est dans une large mesure ce que je dis ici et ce à quoi se réfère la typologie d'inférence est généralement vrai hein, pour toute activité scientifique, avec des nuances, bien sûr, qu'il faut apporter par rapport à la spécificité de chaque science et de son objet ou de ses objets. Donc d'abord, il y a l'inférence descriptive, c'est-à-dire quand on décrit les caractéristiques d'un phénomène observé, on ne va pas interviewer, on ne va pas collecter des données de l'ensemble de la population parce que ça n'a jamais été possible, ni économique, et aussi parce que les sciences sociales, depuis leur naissance, ont élaboré des instruments et des outils de recherche qui leur permettent justement d'éviter hein, de collecter des données à partir auprès de la population totale, mais qu'il suffit de collecter les données auprès d'une partie de la population pour pouvoir justement utiliser ce qu'on appelait tout à l'heure inférence hein, pour généraliser, généraliser entre guillemets, les résultats de l'échantillon à la population. Donc l'inférence descriptive concerne juste la description et comment ces caractéristiques sont applicables à la population de laquelle l'échantillon a été tiré. Je regarde un peu vos questions en même temps. Deux, inférence explicative. C'est-à-dire on parle d'explication quand on essaie d'étudier ou de cerner l'effet d'un phénomène sur un autre, ou bien l'effet d'une variable sur une autre. Est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple, est-ce que le programme TAYSIR, qui concerne le transfert d'une aide financière aux familles pour encourager la scolarisation des enfants, certes en milieu rural et certes parmi les familles identifiées comme pauvres. Est-ce que cette intervention a un effet sur le taux de rétention scolaire? Ça, c'est une explication. C'est-à-dire, que ce soit dans le sens positif ou négatif, l'inférence explicative va au-delà de la description. Il concerne l'effet d'un phénomène ou d'une variable sur un autre. Et enfin, c'est ce qu'on appelle l'inférence interprétative, concerne un effort que font les chercheurs pour interpréter le vécu, les opinions, les attitudes, etc. des participants à la recherche dans un contexte beaucoup plus large, c'est-à-dire interpréter ce que pensent les gens par rapport au système de valeurs de la société à laquelle ils appartiennent, par exemple. Ou bien interpréter
les taux de rétention scolaire suite au transfert financier, ce que je viens de citer, l'exemple que je viens de citer, Tayssir, dans le cadre de la politique éducative du Maroc, c'est-à-dire toute la politique euh, qui concerne l'éducation de manière générale au Maroc. C'est-à-dire que ces résultats ne peuvent en aucun cas concerner quelques individus, mais leur validité, leur solidité proviennent de leur susceptibilité d'être généralisée, ou pas d'être interprétée dans un contexte beaucoup plus large que le contexte local. Alors que font les chercheurs? Ils décrivent, expliquent et interprètent quoi? Bien sûr, ils décrivent des événements, des situations temporaires, hein, comme le coronavirus, je l'espère en tout cas, ça ne va pas être une situation permanente. Les tendances, c'est-à-dire comment un fait change dans le temps, les régularités, les choses qui arrivent de manière régulière, à chaque fois qu'on observe A, on observe B, etc. On appelle ça une régularité, et les conditions. Donc, ces événements, ces situations temporaires, ces tendances et ces conditions, ils ont lieu dans des lieux ou des espaces et des temps très précis. C'est-à-dire que le chercheur ou la chercheuse est appelé à être vigilant par rapport à la notion de l'espace-temps, parce que les faits qu'on observe en sciences sociales ne sont pas des faits transhistoriques, c'est-à-dire ils ne traversent pas tous les temps de la même manière, mais ils sont situés dans le temps et dans l'espace. Donc, je ne vais pas être très long, je passe tout de suite à la deuxième partie pour parler justement du rapport entre ces trois opérations euh, d'inférence, descriptive, explicative et interprétative à la théorie et au modèle, ce qu'on appelle les théories, les modèles, etc. Donc, ces types de faits hein, qu'on vient de voir font l'objet, bien entendu, d'inférences à partir de données empiriques et pas à partir d'une réflexion pure. Donc, ils sont tous des exemples d'une inférence descriptive. Mais pour passer, pour aller au-delà de la description, on va au-delà des données empiriques collectées pour justement trouver des régularités, pour trouver des tendances, etc., nous avons besoin de théories, de produire des théories, ou de prolonger des théories existantes, ou des modèles et des cadres analytiques. Donc, euh, un peu au-dessus de ce qu'on appelle théorie et modèle analytique, modèle et cadre analytique, il y a ce qu'on appelle paradigme, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais un paradigme, ce n'est pas un ensemble de techniques de recherche. Un paradigme, c'est un cadre général qui définit la nature des problématiques que le chercheur s'oppose à l'intérieur d'une école hein, donnée, dans une discipline donnée, les instruments méthodologiques sur lesquels il y a un consensus au sein de cette école, au sein de la communauté des chercheurs, dans chaque période historique, etc. Donc le paradigme concerne les principes généraux qui guident la recherche dans une discipline. Tandis que les théories, les modèles et les cadres analytiques sont beaucoup plus proches. Hein? L'écran n'est plus partagé? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Very strange. Il me reste combien de temps? Pour laisser pour les questions, peut-être encore une quinzaine de minutes pour laisser une minute d'échange. Ok. Ok, donc comme vous avez eu, oui, quand vous avez eu accès à la vidéo de la session dernière, je vais tout de suite résumer en disant que
le passage de la description à l'explication et à l'interprétation euh, demande la production de théories et de modèles et de cadres analytiques. Et comment ces trois produits théoriques fonctionnent? C'est par ce qu'on appelle la réduction. C'est-à-dire que si on collecte un ensemble de données par rapport à un phénomène, on ne peut pas utiliser toutes ces données de manière exhaustive. On doit trouver un principe pour les réduire. Les réduire, c'est-à-dire comment dire, sélectionner les dimensions fondamentales qui sont en mesure d'expliquer le phénomène observé. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle en sciences sociales le principe de parcimonie. C'est-à-dire une théorie ou un modèle ou un cadre analytique obéit au principe de parcimonie quand il permet d'utiliser le minimum de facteurs parmi les données collectées, le minimum de facteurs élémentaires pour expliquer des phénomènes. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer un phénomène par 1000 facteurs. Une théorie ou un modèle ou un cadre analytique est bon quand il est parcimonieux, quand il nous permet d'utiliser ces données de manière économique, de manière intelligente, de manière réductrice, pas dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire qui permet permet également d'être reproduit ailleurs avec d'autres données empiriques et retrouver éventuellement des facteurs explicatifs plus ou moins différents. Donc, je finis en parlant de deux choses qui sont les notions et les concepts, parce que les concepts jouent un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la recherche, et donc ils font partie de ce qu'on appelle méthodologie et pas une méthode de recherche. Je précise justement que les concepts doivent être très très précis par rapport aux mots qu'on utilise dans la vie ordinaire, sinon ils ne seraient pas appelés concepts. Et je précise également la différence entre une notion et un concept. On commence généralement un travail de recherche avec une notion qui est beaucoup plus large que le concept, qui est l'arrière-plan d'un concept, c'est-à-dire inclure autant que possible le maximum de caractéristiques, d'attributs, de qualités par laquelle on veut décrire expliquer et interpréter le phénomène objet de recherche. Et au fur et à mesure où la recherche se précise, on va vers la clarification de concepts en ne retenant que l'essentiel, c'est-à-dire en ne retenant que les éléments, les aspects les plus importants d'un phénomène pour justement élaborer le concept qui va nous permettre d'outils analytiques pour voir. Le concept, c'est comme des lunettes. C'est-à-dire, si je vous parle de pauvreté de manière générale, c'est une notion. Si je parle de la pauvreté monétaire, c'est un concept. Parce que ça exclut toutes les autres dimensions de la pauvreté et le concept ainsi défini permet d'isoler un aspect parmi les autres aspects possibles pour bien l'étudier et pour bien le cerner. Donc, je finis avec un mot avant de donner la parole à mon collègue et ami Zakaria. Les méthodes de recherche n'ont rien à voir avec ce qu'on vient de discuter. Les méthodes concernent la manière dont on collecte, avec laquelle on collecte les données, avec laquelle on organise, on code, on classe, et on analyse les données empiriques. C'est-à-dire que, par exemple, le questionnaire, le guide d'entretien, l'observation directe, les grilles, ce qu'on appelle les grilles d'observation, l'ethnographie, etc., sont des méthodes qui servent à collecter, organiser, coder, classer et analyser les données. Mais ces méthodes ne sont pas non plus neutres, elles ne tombent pas du ciel, c'est-à-dire on ne peut pas les choisir comme ça de manière aléatoire. Elles obéissent justement aux principes méthodologiques, aux choix méthodologiques qui sont opérés par le chercheur ou la chercheuse. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je donne la parole tout de suite à Zakaria s'il a des choses à
à ajouter avant de commencer la discussion. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'allais enchaîner sur une partie comme le méthodologie, mais ça prendra davantage de temps. Tu peux arrêter complètement le son. Oui, j'ai arrêté le son. Ici. Oui, oui, c'est fait. Ah, le volume. Désolé, il y avait un problème de son. Je disais que j'allais enchaîner sur l'ethnographie et théorie et expliquer justement à la fois cette distinction et intrication entre méthode et méthodologie. L'ethnographie, c'est une illustration justement de cette imbrication, parce que c'est aussi un mode de raisonnement, c'est une approche, c'est une argumentation, et c'est une justification qui se fait aussi par l'observation et l'inférence. Et c'est aussi une manière de collecte qualitative de données. Donc l'ethnographie, c'est l'illustration de ce que Hicham, mon collègue, vient de dire. Mais la présentation est longue, donc je préfère la consacrer pour la séance prochaine et tout entière au lieu de la fragmenter. Donc pour la semaine prochaine, on aura cette séance sur ethnographie et théorie et on reviendra sur certains aspects méthodologiques qui ont été abordés par Hicham. Puisqu'il reste juste une demi-heure, trentaine de minutes, je crois l'idéal, c'est d'approfondir certains points, certains éléments qui ont été soulevés par Hicham en répondant à vos questions et commentaires. Alors n'hésitez pas de poser des questions, n'importe quelle question et des commentaires, on est là pour y répondre. Et si vous avez aussi, comme la dernière fois, des commentaires pertinents, celui qui a été soulevé par certains professeurs qui assistent à ce séminaire. Est-ce qu'il y a des questions, Rania, qui ont été déjà posées? Oui. Déjà, on entend mal. Je pose les questions à... Alors, il y a une question Bien sûr. Par rapport à la parcimonie, Hicham. Oui. Par rapport à la parcimonie, est-ce que tu peux élaborer davantage? Parce qu'il y a une question à propos de la question de la parcimonie. Oui, mais la question ici porte essentiellement sur que constitue une théorie par rapport à la parcimonie, que constitue une théorie. Donc, une théorie, c'est une manière parcimonique, justement, c'est une manière parcimonique de répondre, d'expliquer un phénomène. C'est-à-dire, c'est une manière économique. C'est ce qu'on appelle l'économie de la réalité. Une bonne théorie ne peut pas tout expliquer. Une bonne théorie focalise sur l'essentiel. Donc, dans le PowerPoint, donc vous avez dû le voir, j'avais donné l'exemple de deux théories parcimonieuses qui expliquent le crime aux États-Unis. Les deux sont parcimonieuses parce qu'ils focalisent sur le facteur essentiel qui explique le taux de criminalité aux États-Unis à un moment donné de l'histoire. Le premier focalise sur les inégalités, c'est-à-dire que les inégalités génèrent des frustrations parmi les populations qui sont au bas de l'échelle de la distribution des fruits de la croissance économique. Et la deuxième théorie explique le même phénomène par un autre facteur non moins important et qui est beaucoup plus micro que macro, à savoir
la rencontre entre une opportunité, c'est-à-dire une opportunité, une situation qui facilite le passage à l'acte, et une personne opportuniste, c'est-à-dire une personne prédisposée à commettre un acte criminel, à savoir, dans le cas précis de cette étude, le vol, c'est-à-dire le vol, ce qu'on appelle les acquisitive thieves, c'est-à-dire le vol, les vols d'objets qui appartiennent aux autres. Donc, par rapport à ce que constitue une théorie, il y a une séance qui est consacrée à ça la semaine prochaine. Mais disons aujourd'hui que une bonne théorie est celle qui explique un phénomène complexe par un nombre de facteurs limités. C'est-à-dire pour pouvoir justement donner un sens clair aux données empiriques collectées par les chercheurs. Parce que les mêmes données peuvent être expliquées, peuvent être classées de différentes manières et peuvent déboucher sur des explications théoriques différentes. Ils sont bien sûr le nombre de possibilités d'explications illimitées, mais il n'y a pas qu'une seule manière. Hein, ce que Gaston Bachelard appelle l'espace des possibles, c'est-à-dire qu'en matière de science, il y a un espace de possible, il y a un certain nombre de manières d'explication des faits observés par les chercheurs et qui ne peuvent être réduits à une seule manière fondamentale, mais à plusieurs. Mais l'essentiel, c'est que l'explication théorique mette le doigt sur un facteur fondamental qui arrive à expliquer une bonne partie du phénomène observé. Je vois qu'il y a d'autres questions par rapport à l'échantillonnage et les statistiques. Ce n'est pas l'objet. Avant ça, il y a deux questions. Oui. Sur l'approche, la différence entre inférence et induction. Est-ce que l'inférence est une sorte d'approche inductive? Je n'ai pas lu cette question. C'est la même question que tu poses. Sur quel argument puis-je élaborer à partir des données que je dispose? Est-ce que cela peut représenter la problématique de la recherche? C'est deux questions qui ont été posées. Est-ce que l'inférence est une sorte d'approche inductive? C'est ça? Oui. Oui, tout à fait. Il est inductif dans la mesure, et il part dans la mesure où il part de données pour déboucher sur une explication, mais il est également déductif dans un sens. Parce que sans une vision théorique, ne serait-ce que en background, on ne peut pas commencer à observer les phénomènes parce que on ne peut pas, parce que les phénomènes sont observés via des instruments de recherche, comme des concepts, comme des outils de collecte, des principes méthodologiques, etc. Donc l'inférence est à la fois inductive et déductive, mais ce qu'il faut retenir ici, le sens précis de l'inférence, c'est comment passer de données aux conclusions. Donc, c'est pour justement donner comment dire, une explication très claire et, et pas du tout ambiguë. C'est comment on justifie le passage de données empiriques aux conclusions, ou de manière plus générale, comment on passe des questions de recherche aux conclusions. L'autre question, Hicham, est-ce que la base à partir de laquelle je constitue un argument peut-elle constituer la problématique de ma recherche? Est-ce que la base, je ne vois pas cette question. Alors, c'est pareil. Il y a 11h32. Il y a 11h32, exactement. 11h32. 11h32. Tu poses la question sur quel argument puis-je élaborer à partir des données? Il peut s'agir de la problématique de recherche. Oui, c'est la question. Oui, la problématique de recherche fait partie de l'appareil méthodologique. Il n'y a pas que la problématique de recherche, il y a la problématique de recherche qui part justement d'un problème, d'une ambiguïté qu'on veut
clarifiée d'un problème qui est converti en problématique. Bien entendu, il n'y a pas que la problématique. Il y a les questions de recherche et les instruments de recherche, si j'ai bien compris la question. Est-ce que la réponse à la question sur laquelle il peut s'agir de la problématique de recherche? Non, non, non. Non, là, je vois bien. Non, il ne s'agit pas de problématique de recherche. Il s'agit de comment on répond à cette problématique sur la base de données empiriques collectées et comment ces données sont analysées pour arriver justement à ces conclusions. Mais la problématique de recherche est une composante, c'est-à-dire on ne peut pas collecter des données si on n'a pas de problématique. OK? Je ne sais pas, Zacharias, si tu peux ajouter quelque chose. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une question. Voilà, j'enlève le son. J'ai une question parce que peut-être pour enlever l'ambiguïté, il y a déjà la méthodologie, celle qui permet aussi d'élaborer un argument. Mais avant d'élaborer une méthodologie, on vient quand même avec un argument. Alors, comment expliquer l'argument d'avant et l'argument d'après? Je n'ai pas bien entendu la première partie, Zacharias. Alors, la méthodologie, à un moment donné, elle permet d'élaborer un argument de recherche. Oui. C'est ça. Oui. Mais déjà, avant d'élaborer une méthodologie, l'argument, il est inhérent à une question de recherche préalable. Est-ce que la méthodologie permet d'affiner, de préciser, de respécifier l'argument? Ou est-ce que l'argument naît avec l'élaboration? Oui, oui, c'est une très bonne question. Justement, il trouve sa réponse en partie dans ce qu'on a discuté la semaine dernière. C'est-à-dire, c'est pour cela que la revue de littérature est essentielle et fondamentale, dans la mesure où elle permet d'extraire les arguments, les principaux arguments par rapport à une problématique de recherche donnée. C'est-à-dire comment les auteurs, les chercheurs et les chercheuses ont répondu à une certaine question de recherche. Et c'est à partir de ce travail de recension et de revue de littérature et d'extraction d'arguments par rapport à une problématique donnée que le chercheur ou la chercheuse va pouvoir identifier là où il y a quelque chose à ajouter, là où il serait vraiment, il y aurait une valeur ajoutée à prolonger un argument existant, à le réfuter, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas du tout ça, ou bien élaborer un argument totalement nouveau. Et si vous regardez les différentes recherches, chacun dans son domaine, vous allez trouver que les chercheurs et les chercheuses en général ne sont pas toujours d'accord dans leur explication des mêmes faits observés. Prenez pour les économistes la croissance économique. Qu'est-ce que conduit la croissance économique? Et vous allez trouver que les différents chercheurs en économie, macroéconomie, apportent des réponses différentes. Et donc, vous partez de ces arguments, vous identifiez les points faibles et les points forts, et sur la base de ce travail a priori, vous élaborez votre problématique de recherche et vous posez des questions de recherche nouvelles et vous collectez des données et vous arrivez à vos propres arguments ou bien à la critique des arguments existants. J'espère que c'est clair. Ce n'est pas une question évidente, mais j'ai essayé de clarifier autant que possible. Parce que j'ai vu qu'il y a une confusion chez plusieurs. Je pose d'autres questions. On revient aux questions techniques. La question comment peut-on choisir dans notre thèse entre une enquête qualitative et une enquête quantitative? Est-ce qu'il y a des principes à prendre en considération? Oui, bien sûr. Je posais la question. Tu reposes la question. Oui, la question concerne
comment peut-on choisir dans notre thèse entre une enquête qualitative ou quantitative? Est-ce qu'il y a des principes à prendre en considération? Je ne sais pas ce que Zakaria pense de ça, mais à partir de ma perspective, bien sûr, il y a des principes à prendre en considération. Tout dépend de la problématique posée. C'est-à-dire, est-ce que la problématique demande une quantification? Est-ce qu'il demande une quantification pas dans le sens descriptif seulement, mais dans le sens où on veut expliquer une variable par une autre? Si c'est le cas, euh, il faut éventuellement recourir à des méthodes de recherche quantitative. S'il s'agit de, de, euh, de situer la problématique dans son contexte plus large, qu'il soit social, historique, etc., les méthodes qualitatives s'imposent, mais cette division entre quantitatif et qualitatif n'est pas forcément souhaitable, puisque plusieurs recherches, si ce n'était pas à cause du manque du temps et des moyens, les meilleures recherches seraient celles qui euh, utilisent à la fois les méthodes quantitatives et qualitatives. Mais cette question n'est pas très difficile dès qu'on avance dans l'élaboration de la recherche. Et la revue de littérature sert également à ça, parce qu'à travers la revue de littérature, on voit quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour répondre à des problématiques bien précises. Si je peux ajouter juste un mot, Bien sûr. C'est une question aussi une question d'échelle, je dirais l'ampleur à un niveau très large. Ici, le contexte pose d'emblée, c'est le but de la recherche. Parfois, certains terrains. Professeur Zakaria, on ne vous entend pas bien. Je disais, ça dépend, comme Hicham vient de le dire, c'est aussi, ça dépend des objectifs. La même question de recherche peut être abordée ou de manière qualitative, ou de manière quantitative, ou de manière mixte. Donc, ça dépend des objectifs et des buts de la recherche. Est-ce que c'est une recherche qui veut quantifier? Est-ce qu'on cherche à mesurer certains déterminants, à mesurer l'ampleur d'un phénomène? Mais parfois, la méthode nous est imposée par la réalité du terrain ou par des phénomènes étudiés. Par exemple, si on veut aborder une question de manière quantitative, avec des questionnaires à une échelle très large, mais l'accès s'avère très difficile. On n'a pas eu des échos, des réponses, etc. Et le temps, c'est un déterminant important dans une recherche doctorale. C'est-à-dire, le temps, c'est important. Alors, parfois, on se rabat sur une étude qualitative avec des entretiens. Si on ne peut pas faire une étude. Donc, et vice-versa, c'est à l'inverse aussi, ça se peut. Donc, ça dépend de nos objectifs, mais ça dépend aussi de la réalité du terrain. Et aussi, comme Hicham vient de dire, ça dépend aussi de l'argument central. Est-ce que, par exemple, on cherche à examiner, à analyser les vécus des personnes, les pratiques, comme elles se déploient dans le quotidien. Là, j'imagine, l'observation, et même l'observation participante, est pertinente et importante. Et là, on se trouve dans une situation qualitative. Donc, je crois, comme Hicham vient de le préciser, l'argument défini, ou bien l'objectif, ou bien la recherche comme a été argumentée, définit d'emblée la
méthode ou la méthodologie qui doit être adoptée. Voilà. Une autre question. Est-ce que les données qui ont été récoltées sur un espace-temps éloigné et à un niveau d'étude différent, Master 2 par exemple, peuvent toujours être utilisées pour la même recherche, pour la première étape ethnographique en début de recherche? Exemple, résultat d'un focus group en 2016 au niveau M2. Puis-je utiliser ces résultats comme données de départ pour ma recherche de doctorat? À toi la parole. Oui, rien n'empêche d'utiliser des données antérieures, sauf qu'ils vont être considérés comme des données de seconde main. Et donc, ils peuvent vous permettre d'explorer votre recherche dans un premier temps et voir qu'est-ce que cela vous permet de dire. Mais pour une thèse, pour un travail de thèse, je pense que utiliser des données fraîches, c'est-à-dire qu'elles soient primaires, secondaires et fondamentales. C'est-à-dire vous pouvez utiliser, par exemple, utiliser, pardon, pas utiliser, une enquête réalisée par un organisme public, par exemple, qui a les moyens pour mener une enquête nationale, représentative, incluant un grand nombre de variables, etc. Comme vous pouvez utiliser les données élaborées par d'autres chercheurs. Il n'y a pas d'interdiction. Mais ça dépend de ce que cela vous permet de dire par rapport à la. Voilà. Le risque, je dirais que en se basant d'emblée sur ces données de 2016 qui ont été effectuées en étant un master student avec le background d'un master student, le background méthodologique et théorique d'un master student pourrait, je dirais, influencer sur le déroulement de la recherche. C'est pourquoi je soutiens, comme vient de le dire Hicham, de commencer d'emblée avec une recherche fraîche et utiliser ces données de deuxième main, bien sûr que ce sont des données de deuxième main, dans l'analyse, c'est-à-dire en les comparant avec les données collectées au niveau de doctorat et c'est-à-dire les mobiliser pendant l'analyse, contraster les deux données pour faire une analyse contrastive. Mais les utiliser comme données brutes pour faire une analyse, une nouvelle analyse, je crois que c'est risqué. C'est risqué. Mais on peut les mobiliser dans les analyses et l'interprétation. OK. Il y a une autre question. Faut-il tester les échelles de mesure avant de les utiliser? Je pense que vous faites référence aux échelles de mesure des variables, nominales, ordinales, ratio et intervalle. Je pense que les échelles de mesure sont sélectionnées selon la nature de la variable, selon ce que vous voulez tester. La question ne se pose pas par rapport aux échelles de mesure nominales plutôt, puisqu'il s'agit de variables qualitatives, lieu de résidence, la typologie d'habitat, etc. Mais la question se complique à partir des variables quantitatives, c'est-à-dire les échelles de mesure ratio et intervalle. Mais je pense que les guides méthodologiques, surtout ceux élaborés en anglais, fournissent des questions très, très précises par rapport à ces aspects les échelles de mesure, etc. Donc, un test, bien entendu, les tests sont toujours les bienvenus. D'ailleurs, même les guides d'entretien, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle cognitive interview, l'interview cognitive. C'est-à-dire quand j'élabore un guide d'entretien,
il serait très utile, avant de commencer la recherche proprement dite, de le tester. De le tester, pas en posant les questions et en récoltant des réponses, mais en choisissant quelques personnes et on leur pose des questions, en leur demandant qu'est-ce qu'ils ont compris par la question, pour s'assurer que les questions élaborées par le chercheur ou la chercheuse sont réellement celles qui permettent de récolter les réponses qu'il faut, ou bien y a-t-il encore une ambiguïté dans la formulation des questions. Donc, je vais vous écrire ça, cognitive interview. Cognitive interview. Alors, cognitive interview, où est-ce que je vais écrire ça? Cognitive interview. Et la même chose pour les échelles de mesure, pour les recherches quantitatives. Voilà. C'est bon? Y a-t-il d'autres questions? Il y a une autre question. Il y a une autre question. Dans le cadre d'une recherche comparative de terrain dans deux pays différents, est-ce que les corpus analysés et les méthodes de collecte à mobiliser peuvent être différentes? Il donne un exemple. Pays 1, focus group, observation participante. Pays 2, enquête, enregistrement des conversations. Et pour le corpus, puis-je faire une analyse discursive, conversation en langue locale dans l'autre pays que je maîtrise, mais non dans l'autre pays? Moi, tu veux y aller, Zachary? Non, non, non. Je pense que quand on choisit l'analyse comparative, c'est-à-dire il faut essayer d'utiliser les mêmes outils de collecte. Parce que sinon, on va comparer quoi? C'est-à-dire si je fais une enquête quantitative dans le pays X et une étude qualitative dans le pays Y, ça ne va pas me permettre de comparer quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, les outils de recherche dans des études comparatives doivent être standardisés pour pouvoir justement arriver à des conclusions valides. OK? Oui, oui, on compare le comparable. Ça, c'est vrai. Donc, à partir du moment où on est dans une approche comparative, on doit comparer des choses comparables. Ça, c'est un premier point important. Cela dit, les terrains varient et changent, surtout quand on fait une étude qualitative. Il y a des terrains qui sont plus accessibles que d'autres. Ils sont plus faisables à partir des méthodes que d'autres. Et du point de vue de la langue, du point de vue de l'étrangeté des chercheurs, des points de vue de la sensibilité des sujets qui peut être sensible dans un terrain et qui peut être moins sensible dans un autre terrain. Donc, je crois qu'il y a des facteurs qui dictent, des facteurs objectifs, qui dictent une certaine variation dans l'utilisation des méthodes. Personnellement, je ne vois pas de mal à ce qu'on peut adapter selon les difficultés d'accès à un terrain plus que l'autre, mobiliser d'autres méthodes. Mais toujours dans l'approche ethnographique, c'est-à-dire des entretiens, des conversations, des focus group, dans l'interaction. On peut comparer, ils sont comparables. Mais on ne peut pas comparer, par exemple, des entretiens directs, approfondis, ou des histoires de vie approfondies avec des entretiens répétés, avec l'analyse de corpus. Ça, je crois, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable parce que il y a une analyse discursive d'une part, des discours, des écrits, et de l'autre, il y a de l'entretien, il y a de l'interaction. Il y a de l'interaction. Et je crois, à ce niveau-là,
la comparaison va être très difficile et compliquée. Par contre, on peut comparer par exemple des entretiens avec des focus group, des histoires de vie avec des entretiens approfondis, ça c'est comparable. Mais d'autres, non, je ne pense pas qu'ils le sont. Professeur Zakaria? Non, le son était coupé, je suis désolé. Je disais que par rapport à la question sur les références, il y en a plusieurs. Et certes, en anglais, j'ai indiqué ici quelques références, mais il y en a plusieurs, c'est selon votre domaine de recherche et votre problématique. C'est-à-dire il faut aller chercher les ouvrages méthodologiques dans votre propre domaine et aussi regarder dans les domaines connexes. C'est-à-dire si vous faites de l'économie, ce serait très bien de regarder des ouvrages de méthodologie dans les autres sciences sociales et vice-versa. Il n'y a pas de recette par rapport aux références. Vous creusez, vous cherchez jusqu'à ce que vous trouvez ce que vous cherchez. Mais il y a de très, très, très bons guides de recherche en sciences sociales qui sont suffisamment généralistes pour vous introduire aux problématiques méthodologiques qui vous intéressent dans le domaine du quanti et des statistiques. Il y en a plein, 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 plein. Il suffit de chercher sur Google pour trouver des centaines de références méthodologiques. Donc, par rapport aux questions logistiques, on laisse le soin à Vania de répondre à ça, quoique je vous recommande vivement de ne pas trop vous intéresser à la question des attestations, parce que ce sera réglé à la fin du séminaire. Si vous êtes assidu, si vous assistez à toutes les séances, vous aurez votre attestation et ce serait dommage d'assister juste pour avoir l'attestation. Ce qui serait intéressant, c'est de s'engager dans ce cycle pour réfléchir sur son propre objet de recherche, partager ses idées, poser des questions, etc. Il y a eu des questions sur les formations sur l'échantillonnage et statistique. Non, ce n'est pas l'objet de ce séminaire qui porte davantage sur les principes méthodologiques qui guident la recherche plutôt que sur les méthodes de recherche. La question, c'est ce qu'il y aurait dans l'avenir Hein? d'organiser. Hein? Est-ce que dans, Oui. est-ce que dans l'avenir, il y aura possibilité d'organiser des séminaires Oui. sur les statistiques et l'échantillonnage? Oui, je pense que l'EMEA est en mesure d'organiser ce type de formation, disons des formations sur les méthodes de recherche et pas sur la méthodologie. Parce que la méthodologie, c'est ce qu'on a fait, Zakaria et moi, c'est pour justement sensibiliser les chercheurs et les chercheuses par rapport aux aspects méthodologiques qui ne sont pas facilement maîtrisables. Quant aux méthodes de recherche, une fois la vision méthodologique est claire, vous pouvez apprendre les statistiques, vous pouvez apprendre l'échantillonnage. Et donc, c'est une recommandation adressée à l'EMEA. Donc, j'imagine que Alania va transmettre vos recommandations par rapport aux demandes de formation. OK? Il y a une Merci. question, quel ouvrage vous conseillez pour acquérir une bonne base? C'est-à-dire, il n'y a pas d'ouvrage qui va vous donner une bonne base. Une bonne base s'acquiert à travers la pratique, à travers plusieurs ouvrages, pas un seul ouvrage, à travers la réflexion continue et la pratique de la méthodologie et la réflexion sur la méthodologie à partir de la pratique. Une dernière question. Est-ce que
Pour une dernière question, est-ce qu'il y a des conseils recommandés pour élaborer un bon guide d'entretien? Un bon guide d'entretien. Deux, trois recommandations. Oui, tout à l'heure, j'ai cité de Cognitive Interview. D'abord, je vous conseille vivement de consulter les guides d'entretien des recherches qui sont réputées avoir une très bonne qualité, c'est-à-dire voir ça s'inspirer des travaux des autres. Deux, une fois vous finalisez votre revue de littérature, ou bien au moins vous avancez dans votre revue de littérature, vous aurez une idée des thèmes et des aspects que vous voulez couvrir dans votre recherche. Et c'est ces deux aspects-là qui déterminent ce que vous mettez dans un guide d'entretien. Une fois que vous avez une idée des aspects sur lesquels vous allez enquêter, vous pouvez commencer à poser des questions en s'inspirant des bonnes pratiques dans ce domaine et les tester à travers la technique de cognitive interview, mais aussi présenter dans des séminaires de recherche avec vos collègues, avec vos enseignants-chercheurs, vos professeurs, etc., pour tester, parce que le travail de recherche n'est pas un travail exclusivement individuel, c'est aussi certes un travail collaboratif. Essayez d'utiliser les opportunités qui se présentent à vous, les rencontres avec les encadrants, pas uniquement l'encadrant de thèse, mais aussi d'autres, des personnes qui vous entourent. Participer à des ateliers méthodologiques et présenter ces idées pour les tester, etc. Donc, il n'y a pas un seul moyen pour élaborer un bon guide d'entretien, il y en a plusieurs. C'est bon. Pour Tahiri, vous avez posé plusieurs questions déjà. Alors, c'est bon? Il nous reste 2 minutes pour... Il reste cette question, est-ce que l'aspect mesurable du concept détermine-t-il le choix du corpus à analyser? C'est le chercheur ou la chercheuse qui détermine les dimensions du concept qu'il veut mesurer. Ce n'est pas le concept qui se laisse mesurer tout seul. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez la pauvreté comme un concept général, les dimensions, c'est la pauvreté monétaire, c'est l'exclusion sociale, c'est les conditions de vie. Et donc, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mesurer. Et c'est à la lumière de ce choix où vous décidez du corpus à collecter d'abord avant d'analyser. D'accord? Super. I think we are done. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions. OK. Merci Rania, merci à tout le monde. Merci à vous, professeur Hicham et professeur Zakaria. Et je pense que vous avez répondu à la question des attestations. Donc, on espère que vous serez présents et présente. Rania? Oui? Allô? Zakaria, Vous m'entendez? Rania? Allô? Oui, Rania, tu peux prendre la main. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je vous remercie, professeur Zakaria et professeur Hicham, pour votre présentation. Et je pense que professeur Hicham a répondu à la question des attestations. Donc, on vous encourage à être présent pour toutes les séances. Et merci encore une fois et je vous dis Ramadan Mubarak Karim et à bientôt, Inch'Allah.
Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. C'était super. C'est bien.